Bonjour Célia. Bonjour Patrice. Ça va bien? Oui, très bien, et vous? Bah oui, on est très très heureux parce qu'on se retrouve pour un circuit de nouvelles formules. Toute la rédaction est mobilisée, ça va être formidable. Et puis on va voir des choses exceptionnelles. D'ailleurs, vous pouvez nous dire à peu près à quoi on va s'attendre? Oui, alors il y aura plusieurs invités seront à notre table donc, dans cette émission. Donc 2 maires yvelinois qui raconteront leur action pour une bonne cause. On sera aussi avec une habitante de Maison Lafitte qui va organiser une vente de gâteaux, donc, dont les bénéfices se reviendront aux réfugiés ukrainiens, par exemple. Et on commence tout de suite avec un sommaire. Alors dans cette émission, on s'intéressera à une initiative du département des Yvelines, un concours d'éloquence nommé Articulé. Depuis le 1er mars 2022, ce sont 12 Yvelinois qui ont participé à des ateliers d'art oratoire. On sera avec l'une d'entre eux par téléphone. Elle s'appelle Laura Oméni, originaire de Bois d'Arcy. Elle vient d'être élue première dauphine de l'élection de Miss Supranationale. On reviendra avec elle sur son parcours. Et enfin, le mois Molière revient durant tout le mois de juin au programme 230 manifestations différentes dans toute la ville de Versailles. Brasier, vous êtes d'accord? Vous allez nous donner les infos qu'il faut retenir dans l'actualité. Exactement. Dans l'actualité, après les intempéries ce week-end, orage et grêle, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fesneau, s'est rendu à Prunay-en-Yvelines ce jeudi 9 juin. Objectif, constater les dégâts et soutenir les agriculteurs dont les récoltes ont été impactées. Samedi 4 juin, une trentaine d'exploitations a été durement touchée dans le sud des Yvelines. Marc Fesneau a annoncé que des dispositifs seraient mis en place. Bilan positif pour les navettes autonomes. Depuis le mois de mars 2021, la ligne 490, constituée de 3 navettes autonomes, desservait la zone d'activité du Pas du Lac depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. Portée par Île-de-France Mobilité et Keolis, l'expérimentation a pris fin ce mardi 7 juin. Des navettes 100% électriques et gratuites pourraient être déployées plus largement sur le territoire. En fonctionnement depuis novembre 2021, l'éco-fourrière automobile et animale de Poissy vient d'être inaugurée ce mercredi 8 juin. Implanté route de 40 sous, le projet a représenté un investissement de 5 millions d'euros. Depuis le mois de janvier, 950 véhicules et 170 animaux ont été pris en charge. En sport, c'est un match de taille qui attend le Rugby Club de Versailles ce dimanche 12 juin. L'équipe versaillaise reçoit le Rugby Club de Vincennes à domicile au stade Porchefontaine. Une rencontre qui leur assurait une montée en Fédéral 2 en cas de victoire. Vaincue au match aller 21-17, l'équipe a 4 points à rattraper. Coup d'envoi du match à 15h. Et puis toujours à Versailles, cette fois-ci en culture, le 26e mois Molière a débuté. La manifestation autour du théâtre et de la musique revient chaque année pendant tout le mois de juin. Au programme, concerts ou encore théâtre, 230 spectacles différents sont prévus. Programme et réservation sur le site de la ville de Versailles. Merci beaucoup Justine pour toutes ces informations. Alors vous l'avez dit, c'est une édition un petit peu particulière ce mois Molière. Ah oui. Puisque c'est le 400e anniversaire. Maintenant tout le monde sait que Molière est né en 1622. Avant on se disait quelle année il est né, maintenant on le sait, 400 on fait. Enfin il faut savoir faire une soustraction. C'est oui. En tout cas Mathilde pourra nous la faire. Mathilde, bonjour. Bonjour. Donc vous allez nous parler du programme, de la programmation de ce mois Molière. Oui Célia, en fait pendant tout ce mois Molière succéderont des comédies, des animations, des expositions, des spectacles ou encore même des conférences pour célébrer le célèbre dramaturge Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Dans les plus beaux lieux de la ville de Versailles, les Yvelinois pourront découvrir ou redécouvrir des pièces emblématiques, les fourberies de Scapin, l'Avare ou encore le Misanthrope. Au total, vous l'avez dit, c'est plus de 230 représentations qui auront lieu tout le mois de juin. Ce mois Molière est porté par le maire de Versailles, François de Mazières. Depuis maintenant 26 ans, Stéphanie Tesson, metteuse en scène, nous parle de l'esprit que lui évoque le mois Molière. Écoutez. Le maire de Versailles, François de Mazières, depuis 24 ans, entretient une sorte de fidélité à l'égard de ma troupe, comme à l'égard de beaucoup d'autres artistes d'ailleurs qui font partie de ce mois Molière, qui est devenu une sorte d'institution mythique, presque semblable à Avignon, en tout cas au niveau du département des Yvelines. Il réunit autour de lui des artistes qui lui sont fidèles depuis une vingtaine d'années, qui ont en commun d'aimer travailler dans ce lieu par rapport aux ondes historiques qu'il dégage.
Et oui, des ondes historiques, puisque Molière est intimement lié à la ville de Versailles. Il jouait ses pièces dans les jardins du château lors des divertissements royaux de Louis XIV. Je me disais pourquoi Versailles s'y attachait à Molière. Oui, il y a quand même ce lien. Ouais. Et oui, entre Louis XIV et Molière, il y avait un très fort lien. Et donc, cette année, comme vous l'avez dit, est particulière puisqu'il s'agit aussi de fêter les 400 ans. Alors, difficile de parler de tout le programme, mais on peut retenir quelques dates comme les Fourberies de Scapin les 12 et 13 juin, ou encore le Médecin, malgré lui, les 24 et 25 juin aux Grandes Écuries. Alors, Patrice, Célia, Justine, est-ce que vous avez des pièces de Molière favorites? Ah, moi j'adore Don Juan, j'adore Tartuffe. Tartuffe, moi aussi, ouais. Oui, enfin, mais c'est vrai qu'il y a des pièces moins connues qui sont aussi absolument formidables. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec nos invités, mais c'est vrai que c'est une œuvre considérable, évidemment, Molière, et on s'aperçoit à chaque fois qu'on joue à quel point c'est éternel et c'est actuel, au fond. C'est ça qui est formidable. Alors, quand vous prenez Tartuffe, c'est vrai que quand vous voyez les gens qui vous mentent au nom de la religion, il y en a quand même beaucoup, hein. Oui. Une autre date du coup à ne pas manquer durant ce mois Molière, c'est le spectacle de Stéphanie Tesson qu'on vient d'écouter. C'est Vers Paradis. Elle a mis en scène une dizaine de mini-scénettes pour célébrer la nature. Et donc son but, c'est de conjuguer la culture de l'esprit et la culture de la terre. On l'écoute en parler. Notre travail consiste en des promenades, des spectacles promenades, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire la déambulation et le rapport au décor naturel est aussi important que le produit artistique qu'on propose aux spectateurs. Et le spectacle de cette année en témoigne puisqu'il s'agit de Vers Paradis. Cette expression qui est tirée d'un poème de Baudelaire, des Fleurs du Mal. Et ces vers paradis des amours enfantines, ce sont ceux que nous essayons de ressusciter aujourd'hui à l'occasion de ce spectacle qui se déploie dans toute l'enceinte du potager qui est grande. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Vers Paradis, Célia? Ça doit être génial. Au potager du roi. D'abord, c'est un lieu magnifique. Et puis c'est très sympa de se balader. Voilà, qui était le jardinier, qui a créé le potager du roi. Et déambuler dans ce lieu sublime avec des textes. Et Stéphanie Tesson est une metteuse en scène exceptionnelle. Donc, oui, ça doit être très, très attirant, ça. Surtout à cette époque. Oui, en plus, il fait beau. En tout cas, elle a sélectionné plein d'œuvres, des pièces de théâtre, de la poésie, de la littérature. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout ça le samedi 11 juin et le dimanche 12 juin au potager du Roi. L'entrée est à 12 €. D'ailleurs, tous les tarifs du mois Molière sont relativement bas. En fait, cela va de la gratuité à 18 €. C'est aussi ça, l'esprit Molière. La culture pour tous. Exactement. Et donc, pour en parler avec nous du mois Molière aujourd'hui sur ce plateau, nous avons Carlo Boso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes metteur en scène et co-directeur de l'Académie internationale des arts et du spectacle de Versailles. Oui, c'est ça. Et Olivier Certain, vous êtes le créateur d'Instant V. Exactement. Bonjour. C'est un blog qui réunit des articles, des interviews de passionnés d'histoire. Vous êtes avec nous pour parler du mois Molière. Carlo Boso, vous allez mettre en place plusieurs représentations, les Fourberies de Scapin et le Triomphe d'Arlequin. Pourquoi ces pièces-là ? Pourquoi cette pièce-là? Disons que nous, on était chargés depuis 2008 par la ville d'animer les places et les jardins avec des pièces de théâtre. Et bien entendu, cette année, c'est l'année Molière. Alors, disons, on a choisi des pièces qui sont liées à ce que ça peut être l'histoire de Molière, les Fourberies de Scapin, les femmes savantes, ça veut dire toutes les pièces que ça peut être les plus intéressantes pour nous, pour les faire, mais surtout pour les jeunes gens qui fréquentent l'académie et qui ont l'occasion, pendant cette période, de pratiquer Molière, de découvrir Molière. Des jeunes acteurs, c'est ça que des jeunes acteurs, oui. Ça veut dire que l'académie s'est formée par un groupe, une équipe artistique qui encadre des jeunes gens pour devenir professionnels. D'accord. Et vous jouez en plein air, là, si j'ai bien compris. Toujours en plein air. C'est génial. Depuis 2008, on a fait 300 représentations dans le cadre de Molière. Et dans quel lieu, par exemple? Là, on est dans les places du marché, samedi, tout près de chez vous, et on est
retourner au grand siècle. Et ça veut dire tous les samedis et dimanches, on change d'endroit. Ça veut dire c'est vraiment un peu sur l'image de ce qu'il faisait d'Astier une fois, c'est de la décentralisation dans la ville. Vous avez un peu l'accent du Sud, vous, non? Pardon? Vous avez un peu l'accent du Sud? Italien. Non, c'est pas... Vous êtes italien, c'est ça? Mais oui, mais oui. Et alors, c'est la commedia dell'arte, on parle de ça en italien. Est-ce que Molière, ça s'inscrit là-dedans ou pas? Oui, disons, ça s'inscrit là. Disons, il y a des thématiques de Molière qui sont reprises, Molière il a repris dans la commedia dell'arte. Pour dire, je parle de Molière, c'est un auteur phénoménal pour nous, surtout pour les jeunes, parce que les 90% de ses œuvres, ils sont tous contre les mariages forcés. Ça veut dire que ça, c'est la bataille terrible de Molière, c'est contre les mariages forcés dans une période dans laquelle la femme n'avait aucun droit. Et alors, c'est très intéressant pour les jeunes de pratiquer Molière, parce que cette chose, ça existe encore. Alors, c'est intéressant. Les Tartuffes, vous parlez des Tartuffes avant, ça veut dire du tartuffisme, on est plein encore dans le monde. Il y en a toujours. Hein. Alors là, beaucoup. Et le rapport avec les Italiens, c'était très fort. Molière, il avait partagé les théâtres, les Petits Bourbons, avec la compagnie de Biancolelli, que c'était une arlequine comme celui-là, pendant des années durant, et il y a eu des échanges très forts. D'accord. Donc, non, ça c'est formidable quand même hein, de se promener dans les. Alors, mais comment il y a des horaires ou alors oui, on arrive place du marché puis on s'arrête parce que ça arrive aussi ça. Mais disons, on peut faire ça aussi. Mais les citoyens ils sont assez habitués à savoir qu'on arrive. Oui, voilà. Et après il y a un programme très bien fait par la ville qui est en ligne sur les sites de la ville. Oui, de toute façon, Mathilde, on peut tout retrouver sur le site de la ville. Oui, absolument. Moi, Molière, oui, il y a toutes les informations. Bon, il y en a beaucoup parce qu'il y en a 230, mais il y a toutes les informations. C'est le plus important des festivals. Ça, c'est génial, ça. Et donc, devant vous, en fait, vous avez le masque de Molière et vous avez un masque théâtral et alors, un autre grand objet. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? En fait, alors Olivier Sartin, il faut dire que vous êtes antiquaire, vous hein? Je ne suis pas antiquaire, non, moi je suis blogueur, journaliste, et puis j'accompagne les antiquaires de Versailles qui ont voulu fêter les 400 ans de Molière. Et on s'est dit que les objets avaient des histoires et on voulait que les objets parlent. Et nous avons ainsi invité Carlo Bozzo de façon à ce qu'il nous mette un petit peu en scène tous ces objets par rapport. Voilà. Et alors, donc quoi, dans ce lieu, c'est un lieu extraordinaire. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu Brooklyn. Il y a plein de petites échoppes partout. On peut avoir des objets à un prix. Pas très cher et voilà. Et on peut partir avec. Par exemple, un katana comme ça. C'est pas la katana, on dit pas c'est un katana, c'est un objet qui date du XVe siècle. Le tour est de l'époque Meiji. C'est en quoi ça? Alors c'est en ivoire marin. C'est du morse. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais les morses ont des défenses. Et donc c'est fait comme ça. Aujourd'hui, oui. Comment? On ferait plus ça aujourd'hui, hein? On ne ferait plus ça aujourd'hui, ouais, bien sûr. Mais enfin voilà, donc en fait, il y a 40 antiquaires dans ce quartier, et voilà, donc on a voulu fêter. On entre dans l'histoire, là, oui. C'est extraordinaire. Et de faire du Molière là-dedans, c'est parfait. On est dans l'époque. C'est très vivant, c'est très beau. On rentre dans l'histoire. On voyage dans l'époque de Molière. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? C'est formidable, ça. C'est formidable. Voilà, merci écoutez, beaucoup. Merci infiniment. Donc on ira vous voir à la place du marché, puis il y a plein de lieux. Oui. Et puis dans le quartier des antiquaires, Carlos. Et dans le quartier des antiquaires, bien sûr. Mais il faut venir. Voilà. Très bien. Voilà, la semaine des collectionneurs, hein, voilà, on le voit comme ça. Jusqu'au 19 juin. Exactement. Ah oui, c'est une grande semaine alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mathilde aussi pour toutes ces informations sur le mois Molière. Merci. Alors, politique, Vicente va peut-être nous rejoindre en plateau. Absolument. Ouais. C'est qu'on va voter. Oui. En principe. Oui. Quoique, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter. Il y a beaucoup d'abstentionnistes, 60% dit-on d'abstentionnistes, on ne sait jamais. Mais enfin, quand même, on va élire des députés les 12 et 19 juin prochains. Et on voudrait bien savoir, nous, justement, à quoi ça sert
un député. Et alors, on a quelqu'un dans la rédaction qui connaît ça par cœur. Oui. C'est Bichante. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, voilà, il faut commencer par présenter ce qu'un député. Un député, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui siège à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, il y a 577 sièges numérotés et remis en jeu tous les 5 ans. La France est donc divisée en 577 circonscriptions et nous, dans les Yvelines, on en a 12. Mais à quoi sert un député? Quelles sont les missions? Est-ce que vous savez à peu près? On n'est pas toujours déjà bien voter informé. les lois. Oui. Exactement, la première mission, voter la loi, déposer des propositions Déposer de loi, des amendements éventuellement. exactement. On peut déposer des propositions de loi, alors que quand c'est le gouvernement, c'est des projets de loi. C'est ça, en fait, ils partagent le pouvoir législatif Et avec les sénateurs. Avec Les sénateurs, et en cas de désaccord, les députés, leur rôle, ils ont le dernier mot, les députés, en cas de désaccord avec le Sénat, et ils tranchent, voilà. Et ils peuvent renverser un gouvernement. Deuxième mission, exactement, le contrôle gouvernemental. Donc un député, il doit questionner sur la politique publique mise en œuvre par le gouvernement. L'un des pouvoirs de l'Assemblée nationale, c'est, comme vous l'avez dit Patrice, la signature et le vote d'une motion de censure. En cas de majorité dans l'hémicycle, le Premier ministre doit remettre la démission de son gouvernement au président. Et enfin, en local, le député, il sert aussi à faire remonter les préoccupations des citoyens. Quelques petites anecdotes à savoir maintenant autour des députés. D'abord, au niveau de la parité pour les élections législatives. Comment ça se passe? Est-ce que vous savez? Voilà. Il n'y a pas encore 50-50. Hein. Exactement. En fait, on ne peut pas vraiment faire 50-50 en effectif dans l'Assemblée nationale, parce que par rapport aux gens qui se présentent et qui sont élus, mais il y a peut-être des au binômes niveau des partis aussi. politiques, au niveau des partis politiques, ils sont soumis, eux, à la parité. À la parité, ils payent des amendes s'ils ne présentent pas autant de femmes que d'hommes. Un parti doit présenter autant d'hommes que de femmes, sinon il est sanctionnable d'une amende, en effet, ou plutôt il n'est pas récompensé par des dotations publiques, en fait. Par exemple, entre 2012 et 2017, comme il n'y avait que 42% des candidatures enregistrées aux législatives qui étaient féminines, les différents partis politiques ont renoncé à près de 28 millions d'euros. Quand même, c'est une somme de dotation publique pour cet non-respect de la parité. Les partis politiques ont préféré donc désigner des hommes, quitte à recevoir moins d'argent. Deuxième question, le cumul des mandats avec les mandats de politique locale. On ne peut pas être député à la première place d'une institution locale, par exemple. Maire, président du département. Il y a beaucoup de députés maires, c'est vrai que depuis la loi du non-cumul, vous pouvez pas être maire. En revanche, on peut être quoi? On ne peut pas être député et maire, on ne peut pas être député et président de département, ni président de région, ni président d'agglomération. Par contre, on peut être député, avoir un mandat en tant que conseiller, on peut être conseiller régional, conseiller municipal, départemental, exactement. Et enfin, une question qui nous intéresse tous. Combien est payé un député? Alors ça, est-ce que vous le savez? Je dirais dans les 6 000 euros. En salaire brut. 6 000 euros par mois? 7 000 euros, je dirais. En brut, c'est exactement 7 239,91 euros brut. Donc cette somme, elle compte plusieurs choses. Elle compte le salaire de base autour de 5 600 euros et deux indemnités. L'indemnité de résidence à 168 euros et l'indemnité de fonction à 1 448 euros. En net, ça correspond à 5 680 euros environ. D'accord, c'est pas mal, c'est pas non plus... Il n'y a pas de quoi s'arrêter de travailler, quoi. Pas de quoi s'arrêter de travailler, sachant que... Non, c'est un vrai problème, cela dit, je veux dire, le paiement, après, on ne va pas aborder ça, mais est-ce qu'il faut payer très cher les hommes politiques ou pas, pour attirer des gens, c'est un vrai problème. S'ils ont un mandat en plus de conseiller local à côté... Oui, absolument, oui, il peut y avoir, voilà. Peut-être, du coup, parler du bac, à présent aussi? Maintenant, avec Bichette. Vous voulez. On enchaîne tout de suite sur le bac. On peut enchaîner sur le bac. C'est pas du tout le même domaine du coup que député, on passe de l'un à l'autre, mais il n'y a pas de souci. Combien de députés ont le bac? Alors là, il faut ça, c'est une bonne question. Je pense qu'ils normalement ils sont peut-être une bonne partie. Quoique pour être député, sachez que pour se présenter, il suffit d'être majeur, donc d'avoir 18 ans, d'être de nationalité française et de jouir de tous ses droits politiques et civils. Ah ben oui, vous savez qu'il y a un candidat qui a été condamné pour assassinat, c'est dans le sud de la France, qui se présente, et qui dit, dans ses propositions, il dit quelqu'un qui est quasi judiciaire ne devrait jamais pouvoir se présenter. Donc si jamais il était élu, à mon avis il ne le sera pas, mais il démissionnerait immédiatement. Voilà. Et alors, vous avez rencontré, vous, des lycéens, c'est ça, qui préparent le bac? Autour du bac. Donc, eux n'iront pas voter parce que pour la plupart, ils sont mineurs. Quoique certains, ceux qui sont nés en début d'année, sont déjà majeurs. Mais je suis allé les rencontrer pour en savoir plus sur la nouvelle formule, puisque finalement, elle est assez obscure pour nous qui n'avons
qui avons passé le bac il y a quelques années. Même pour nous, on en fait, comprend, enfin. voilà, on comprend pas forcément tout. Moi, je sais que j'ai passé le bac voilà, il y a 5-6 ans, un peu plus, et je comprends pas forcément tout. Pardon, les uns et les autres, si vous le repassiez aujourd'hui là, sans réviser, vous pensez que vous l'auriez ou pas? C'est une bonne question. Sans réviser, ça va être un peu compliqué. Il y a des spécialités à présenter. Il y a donc des peut-être spécialités qu'avec nouvelles, voilà. oui. Ce que tout le monde sait en tout cas, c'est que maintenant, contrairement à avant, il n'y a plus de section ES, S, L. Il y a un tronc commun avec des spécialités à choisir, 3 pour être exact. Pour le baccalauréat général, dans le contrôle continu, on retrouve l'histoire-géographie, les 2 langues vivantes, l'enseignement scientifique, le sport. Un des enseignements de spécialité donc qui a été choisi parmi les 3 mais qui a été abandonné en première, et l'enseignement moral et civique. Si on enlève les épreuves orales et écrites de français, il restait donc aux élèves à passer 4 épreuves cette année en terminale. Les 2 spécialités choisies parmi 13 possibles entre art, histoire, maths, littérature, il y a un grand panel de spécialités, voilà, et qui sont les 2 plus grands coefficients 16 et la philosophie et le fameux grand oral. Pour le bac technologique, les coefficients c'est à peu près les mêmes, voilà, il n'y a pas trop de variations. Et comme vous l'avez dit Célia, voilà, je suis allé à la rencontre des lycéens pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette nouvelle formule. Je pense que l'idée de pouvoir choisir des spé différentes, c'était une bonne idée, mais en fait, le fait de choisir nos spé dès la fin de la seconde, c'est assez problématique, surtout pour les personnes qui ne savent pas. On va dire qu'on a un peu essuyé les plâtres, parce qu'on a été les testeurs, mais je trouve que c'est bien parce qu'il y a une grosse partie en contrôle continu, donc si on travaille toute l'année, ça se voit. Et l'idée des spécialités, ça permet de vraiment être évalué sur ce qu'on aime, et pas sur des matières qu'on n'aime pas, genre les maths. Il y a quand même 2-3 trucs à revoir, comme les maths qui ont été supprimés, qui reviennent. Et puis on n'est pas forcément... les profs sont un peu moins formés sur comment nous enseigner, etc. Donc à l'heure actuelle, il ne reste plus que 2 épreuves à passer pour les lycéens, la philosophie le 15 juin prochain et du 20 juin au 1er juillet, le fameux grand oral où ils présentent 2 questions axées chacune autour d'une de leurs 2 spécialités. Elles sont choisies par les étudiants et ça peut aller de la réflexion marketing autour d'une marque à une analyse d'œuvres artistiques selon les sensibilités de chacun, il n'y a pas de limite. Le mot grand oral, ça peut faire un peu stresser d'ailleurs, on en entend souvent parler. Ça fait concours de l'ENA un peu. Exactement. Concours, quoi. Mais en fait, en discutant avec eux, on apprend que les lycéens, les Yvelinois en tout cas, ils ne sont pas si stressés que ça, regarde. Ah, c'est bien. Toujours un peu stressé, mais en vrai, le plus gros du stress, c'était les spécialités, coefficient 16. Là, la philo et le grand oral, le stress retombe un peu, quoi. Au début, ça me stressait beaucoup déjà parce qu'on en parle beaucoup. Mais quand j'ai passé l'oral blanc, je me suis rendu compte que c'était pas grand chose. En fait, il faut juste parler 5 minutes, c'est pas hyper long. On le prépare depuis environ mars, puisqu'on avait fini le programme éligible à l'écrit. Moi, je pense que je suis assez prête, j'ai juste à revoir un peu mes questions, etc. Mais du coup, je pense que ça ira. Donc voilà, après cette ultime épreuve, il ne restera plus qu'à attendre l'instant fatidique des résultats qui tomberont le mardi 5 juillet prochain. Et encore, oui, la philo, c'est encore important, ça. Hein, la philo, c'est coefficient 8, exactement. Ouais. Mais pas pour toutes les... Il y a un tronc commun, donc toutes les personnes qui passent le bac passent la philo, là, le 15 juin, coefficient 8, exactement. C'est ça, les mathématiques, par exemple, qui reviennent en option l'année prochaine, mais si on ne les a pas pris en spécialité, cette année, les premières et terminales n'ont pas de mathématiques. Mais d'après ce que j'avais compris, parce que cette année, il y a eu beaucoup de contrôle continu, non ? Exactement, contrôle continu. Si on peut, je ne sais pas si on peut revoir l'infographie. L'infographie du contrôle continu, c'est 40%. 40%, parce que j'avais entendu des élèves, des étudiants qui disaient mais on est déjà sûr de l'avoir, quoi, en gros. Exactement, c'est ça. Ceux que j'ai rencontrés, ceux qui ont bien travaillé sur l'année, oui. Après, le problème, c'est que ceux qui ont peut-être une moins bonne moyenne générale, parce que au long de l'année, ils n'arrivent pas forcément à tout suivre ou quoi, eux, ils ont beaucoup de stress. Parce qu'il y en a qui donnent tout le jour J, et puis finalement qui réussissent et qui ont des bonnes notes. Donc ça dépend. Mais comme ça, il y en a pour les 2. C'est ça. Il y en a qui se rattrapent au continu, il y en a qui se rattrapent. La plupart sont satisfaits, ils disent juste qu'il y a quelques améliorations à apporter parce que c'est un nouveau système, mais les lycéens sont a priori au courant que ça va s'améliorer. Ils sont un peu les tests, quoi. Dans les tiers de quoi ? De 80% de un peu plus même. Oui, je pense. Plus que ça, oui. Oui. Comme vous disiez, il y a des gens qui le 5 juillet. Pour pas l'avoir, il faut le demander. Mais... Merci beaucoup, Vicente, en tout cas, pour ces informations. Les députés, ils vont partir directement à l'Assemblée, ceux qui sont élus. C'est ça. Ceux qui ne sont pas élus, et puis les lycéens qui ont le bac, ils vont pouvoir prendre le large. On va prendre le large, effectivement. Et donc, on va parler du large avec Michael Elmido, non ? Exactement. Bonjour Célia, bonjour Patrice. Alors, vous avez rencontré un Yvelinois, mais qui n'est pas n'importe quel Yvelinois, qui est un des très très grands navigateurs.
Ça devient un très grand navigateur. C'est Louis Burton. Louis Burton qui va participer au Vendée Arctique. Est-ce que vous connaissez ou pas autour de cette table? Moi, je connais pas du tout. C'est un peu le même principe. Ça part des Sables d'Olonne, mais par contre, il va avoir une boucle qui va être faite autour de l'Islande. Alors, on peut le dire, hein, cet Yvelinois, Louis Burton, on peut dire qu'il n'a pas froid aux yeux, on le savait. Il a 37 ans, il fait partie des meilleurs skippers du moment. Vous le disiez, Patrice, Laurent Bolitin va participer à cette course de 3500 milles nautiques d'une rare intensité qui va lui demander beaucoup d'énergie dans des conditions météorologiques très compliquées. Son bateau Bureau Vallée devra passer au-dessus de l'Islande, je le disais, avant de revenir en Vendée. Il devra sûrement faire beaucoup de manœuvres. Louis Burton nous présente les principales difficultés qu'il va rencontrer pendant son périple. Ça va être assez rock'n'roll avec beaucoup de changements de voile et il va falloir essayer de ne pas casser les bateaux dans ces passages de front. Et puis ensuite, on va arriver dans une zone où il fait vraiment très froid avec une difficulté qui est liée au relief de l'Islande puisque ça culmine à 2200 mètres de haut. Donc on va avoir des zones sans vent, des zones probablement avec des goulets d'accélération. Et puis après, si on arrive à faire le tour de l'Islande, on va redescendre entre le Groenland et l'Islande. Et donc là, il y a la glace qui n'est pas très loin. Donc il va falloir être vigilant sur les éventuels décrochés d'iceberg, etc. Et puis redescendre cette fois-ci plutôt portant avec du vent potentiellement assez fort jusqu'au Sable d'Olonne. Nickel. Objectif pour Louis Burton, tester la fiabilité de son nouveau Bureau Vallée 3 pour le préparer au maximum pour le prochain Vendée Globe qui sera programmé il fait le Vendée Globe. En quelle année, Patrice 2024. Vous avez une bonne mémoire. 2024, tout à fait, c'est ça. Un bateau qui avait eu un problème au mât lors de la dernière Transat Jacques Vabre. L'Yvelinois avait dû abandonner malheureusement en 2021 après quelques heures de course sur la Transat Jacques Vabre, mais pas le Vendée Globe parce qu'il avait fini 3e. Cette fois-ci, le navigateur veut bien évidemment terminer la course et si possible viser le plus haut possible. On l'écoute. C'est assez possible de viser dans les 5 premiers et puis après c'est le petit plus, c'est d'aller chercher le podium, mais c'est vrai qu'il y a 3 bateaux trois couples bateaux skippers qui sont très performants avec des gars qui ont des bateaux très rapides et surtout qui ont leur bateau depuis 3 ans, qu'on fait le Vendée Globe avec, donc ils le connaissent sur le bout des doigts. Donc ils vont être difficiles à aller chercher. Alors, cette course intermédiaire entre les grandes courses du calendrier sera tout de même qualificative pour le prochain Vendée Globe. Louis Burton aura donc à cœur de terminer cette course le plus haut possible. Rendez-vous dans 2 grosses semaines. Il y a 2 semaines, plus ou moins 48 heures au mieux pour connaître son résultat. D'accord. Et il vise donc un top 5 si possible, s'il a pas. Parce qu'il a déjà un gros palmarès. Gros palmarès, oui, exactement. Il a fini 7e de la Transat Jacques Vabre. C'était il y a quand même quelques années. Il a fini 7e en 2016 du Vendée Globe. Là où il n'était pas forcément attendu, et 3e également du dernier Vendée Globe, alors qu'il n'était pas attendu du tout, même s'il avait un bateau quand même qui était assez fiable. Mais vous qui le connaissez bien, comment parce que généralement les marins c'est des Bretons, c'est des gens qui habitent au bord de la mer. Comment quand on est dans les Yvelines, quand on vit dans les Yvelines, quand on a grandi dans les Yvelines, on devient un marin de ce niveau-là, quoi. Alors moi je le connais quand même depuis quelques années, je le suis depuis 2015-2016. Alors au début je ne savais pas du tout qu'il était yvelinois, justement pour les raisons que vous venez de citer. Je pensais qu'il était breton, qu'il était peut-être normand, pas du tout. Il a grandi dans les Yvelines, il était à la Selle-les-Bordes pendant de nombreuses années. Il est ensuite allé à Rambouillet, il a étudié à Rambouillet, et ce qu'il me disait, c'est que tous les week-ends, il allait faire de la voile avec ses parents. C'est pour ça qu'il est aussi bon sur un bateau. Donc voilà, donc on n'est pas forcé d'être breton pour devenir champion. Apparemment non, et il y avait d'autres Yvelinois aussi, pour préciser, qui ont participé au Vendée Globe. C'était en 2016. Il y avait Tanguy Delamotte qui participait sur Initiative Cœur, qui n'avait pas terminé la course, et il y avait également à l'époque Éric Bellion aussi qui a participé à la course. Donc il y avait 3 Yvelinois qui étaient présents sur le Vendée Globe. Ah, c'est pas mal sur une édition. Et Éric Bellion va essayer de participer au prochain Vendée Globe également. Ah, très bien. Bon, alors tu vas peut-être nous parler maintenant
d'un concours de beauté. un on me concours dit, de beauté. que tu vas. Il va y avoir une miss à côté de Il va y toi. avoir une miss, alors Oui, parce on va aller venir. en fait, il faut savoir que Michael ne choisit pas les sujets au hasard. Il fait le bateau. Des sujets et sympas. Laura Omélie, bonjour. Bonjour, Laura. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous On vous a un peu fait courir, non? Un petit peu, je finissais tout juste le travail. Ah, c'est vrai? C'est pour ça. Alors, vous pouvez nous présenter peut-être, Laura? Exactement. Alors, Laura, du coup, est-ce que vous connaissez Miss Supranationale ou pas du tout? Célia, non, Patrice, Justine, peut-être, Je non? connais un peu, mais beaucoup moins que Miss France, par exemple. Oui, il faut nous expliquer. Alors, c'est quoi Miss Supranationale? Alors, c'est l'un des plus grands Vous voulez concours pas la de laisser beauté parler, au monde. Oui, bon, allez. Allez-y, là. J'avais travaillé, mais bon. Je sais, mais quand même. Bon, là, Vous avez appris la leçon. Non, en fait, on a 5 grands concours à l'international et Miss Supranationale, c'est le 4e d'entre eux. D'accord. Donc voilà, et j'ai participé au concours national qui s'était tenu le 5 juin. Mais quand on dit supranational, généralement, on a l'impression que ça englobe d'autres pays que la France. Non, c'est franco-français. Oui, mais c'est vraiment pour l'international. C'est Pour pas l'international, comme c'est Miss ça. France où il y a une vocation nationale. Là, c'est vraiment. Ah oui, c'est l'image de la France dans le monde, au fond. Voilà, c'est tout ça? à fait. C'est pour partir D'accord. à Et l'international. alors, votre palmarès? Eh ben, première dauphine. C'est génial. Donc, Super. j'étais très contente. Et Merci alors- beaucoup, c'est gentil. Et donc jusqu'à la fin, quoi, vous êtes là et vous dites c'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi. Qu'est-ce qu'on ressent quand Alors on est sur nommé? le moment, j'y croyais pas forcément parce que j'avais reçu 2 prix juste avant. J'ai reçu le prix du dynamisme et le prix du public. Donc je me suis dit ils vont peut-être pas me donner l'écharpe, etc. Je pensais pas forcément avoir la couronne. Donc j'étais juste surprise et je pense qu'on le voit sur les images où je suis un peu interloquée. Et je regarde mes parents au loin et je me dis. Vos parents étaient là? Oui, Ouais. tout le monde était là. Hein. La Ah oui. famille, les amis, même ma petite nièce de 4 ans qui a donné corps et âme pour me soutenir. On l'avait filmé d'ailleurs dans Oui. un reportage sur TV78. Elle est très dynamique et peut-être que ça sera une Miss Supranationale. Ah, je peut-être, hein. pense qu'elle a essayé la Pourquoi robe. pas. Il faut dire que Laura est de Bois d'Arcy, c'est ça? Bois d'Arcy, c'est ça, 25 ans, c'est ça, je me trompe pas. Tout à fait. Comme quoi j'avais bien travaillé, Patrice. et le concours s'est passé à Roubaix. Hein. C'est ça, tout à fait. Parce qu'on avait les Miss Roubaix, c'est vraiment le premier concours en France. Et donc, pour garder la tradition, ça s'est passé là-bas. Il n'y a pas quand même cette petite déception de finir deuxième finalement, d'être si proche de la victoire? Si proche. Peut-être si j'avais eu aucun prix avant. Parce que vraiment, sur le moment, je pensais vraiment ne rien avoir. Comme j'avais déjà eu les prix du public, je me suis dit, voilà, j'ai déjà été bien remerciée, on a été assez reconnaissants de mon parcours. Donc, comme je m'y attendais pas du tout, finalement, pas tant que ça. Et puis, je trouve que c'est une bonne place. J'avais jamais fait de concours de beauté. Il y avait pas mal de filles qui avaient déjà concouru. Donc, je me suis dit que c'était un bon défi de relever. Et comment tout ça a commencé? Comment vous avez... Pardon. Hein. Mais pas de souci. Allez-y. Comment vous avez... Non, alors, vous avez... Patrice est passionné par le sujet. Oui, Non, mais ce qui m'intéresse, c'est l'itinéraire des gens. Comment le premier concours de beauté que vous avez fait, c'est quoi? Ah bah c'était celui-ci. C'est celui-là? D'accord. Ah oui, c'était sur un coup de tête. En fait, j'ai vu une publication sur les réseaux sociaux. On expliquait que les candidatures étaient ouvertes. C'était la Miss Internationale qui parlait, qui expliquait que voilà, on pouvait se lancer. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Après tout, 25 ans, je pense que c'est un bon âge pour se lancer là-dedans et ça a fonctionné. Et moi, c'est du coup, bien. je voulais savoir, vous allez peut-être continuer là-dedans, faire un Alors, autre je concours? sais pas si je continuerai les concours de beauté parce que c'était vraiment une expérience. Je voulais pas en faire un métier ou vraiment me lancer dans tout ce qui est médias, réseaux sociaux, etc. C'était vraiment pour un peu entrevoir ce monde. Ça m'a beaucoup plu. Mais à côté de ça, je fais du droit et je suis quand même assez passionnée par ce que Vous je êtes fais par mon étudiante métier. ou... Oui, je suis D'accord. encore étudiante. Il me reste encore 1 an de droit à poursuivre. Au bout du D'accord. tunnel. Voilà, bientôt Mais- le bout du tunnel. Mais quand on est première dauphine de ce concours, Miss Supranationale, ça implique des devoirs, non? Vous avez des missions de représentation, Oui, tout à fait. Alors on voit si la Miss actuelle ne peut pas faire ses missions, donc on est appelé à se substituer à elle. Et après, on a peut-être des concours internationaux auxquels on peut être envoyé, et également des petits événements par-ci par-là. Surtout, je pense que ça sera dans les Yvelines. D'accord. En premier lieu. Je vais peut-être pas me déplacer dans toute la France, c'est plus la Miss nationale qui va le faire, mais voilà, on a des petits événements par-ci par-là qui sont un peu moins prenants.
Et pour cet événement-là, vous aviez choisi une robe aussi un peu particulière qui représente les Yvelines. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors j'ai fait un costume régional et je l'avais basé sur Versailles parce que donc moi j'étais Île-de-France, j'étais quand même rattachée à Versailles, donc j'ai voulu vraiment faire un petit clin d'œil. Et donc en fait c'est avec une amie, Marine Jouan, qui avait donc des études dans la mode et voilà, elle m'a aidée à faire mon costume et donc on a fait une petite crinoline avec un costume en toile de Jouy pour jouer en Alsace. Voilà, donc vraiment on était tout Yvelines et le costume a beaucoup plu. Donc j'étais vraiment... créé votre robe? Oui, je l'avais dessinée. J'avais vraiment à cœur de tout faire de A à Z, que ce soit parce qu'on avait pas mal de défis à réaliser. Et donc, j'ai voulu faire mon costume régional, j'ai voulu aussi créer ma robe du grand final et aussi faire mes vidéos, etc. Et pour ça, je me suis entourée de tous mes amis et de toutes les personnes qui débutaient un peu. Et donc, on a constitué une bonne équipe. Et c'était comme ça pour toutes les Miss ou c'était juste pour vous qui vous êtes lancé dans ce projet-là de créer votre robe? Alors, il y a des Miss qui ont fait appel à leur mairie. On leur a prêté des costumes, elles se sont, même pour les robes de soirée, il y a eu des partenariats qui ont été faits. Moi, c'est vrai que j'avais à cœur de garder mon costume par la suite, et j'ai bien fait parce que donc, je vais le donner à ma petite nièce qui l'a essayé et qui l'adore. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vraiment tout faire moi-même et de le faire avec l'aide de tous mes proches. C'est génial. Et là vous dites vous faites des études de droit. Oui. C'est quoi la suite? Alors, vous voulez faire quoi? J'aimerais bien être notaire. Ouais. Donc c'est 8 ans de droit. Aujourd'hui, j'ai appris que j'avais validé ma 7e année. Donc, super, félicitations. Pour la situation. C'est gentil. Ah oui, voilà. Là, c'est bon, c'est que les bonnes nouvelles qui tombent. Donc voilà, mais je pense que je continuerai plutôt dans ce domaine-là. Dans le domaine du notariat, c'est bien. Et je crois que c'est un peu compliqué, c'est ça, on peut pas être à la fois notaire et faire des concours de Miss, c'est un peu compliqué d'associer les deux. Voilà, du moment que je serai titrée, après c'est vrai qu'on a un petit devoir de réserve, tout ce qui est émission de télé, etc., c'est plus compliqué de pouvoir s'afficher. C'est pour ça que je propose... Sauf en tant que notaire. Non, là... vous pouvez venir dans une émission de télé en tant que notaire, vous nous donnerez des... Parce qu'on a vraiment une déontologie qui est très stricte et on ne peut pas interviewer un notaire, on ne peut pas... voilà, c'est un peu, il me semble, les médecins, c'est un peu pareil. Les médecins, voilà. Oui, c'est vrai qu'ils sont contrôlés par l'ordre des médecins, mais voilà. Il y a des notaires qui participent à des émissions en tant que spécialistes. C'est considéré comme publicité. Oui, bien sûr. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et je crois bien qu'il faut avoir des notions d'éloquence quand on est Miss. Oui, mais j'ai tout appris sur place. Parce que j'étais très timide, donc pour le coup, ça a vraiment été un gros travail. Ça se voit pas trop. Hein. Ouais. C'est pour ça que vous avez choisi plutôt le notariat qu'être avocate, par exemple, non? Alors, ou c'est parce que ça vous plaît plus dans les... oui, au fur et à mesure des études. Le fond du droit, oui. Voilà, au fur et à mesure des études, je me suis dit que c'était mieux d'accompagner les particuliers dans leur projet de vie que de les assister dans un tribunal. Très bien. Merci beaucoup, Laura. Formidable, Laura. Merci. Moi, je parlais d'éloquence parce que nous, il y a une initiative. Une initiative du département des Yvelines. Donc il s'agit d'articuler. Donc depuis le 1er mars 2022, 12 Yvelinois ont participé à des ateliers d'art oratoire. Et donc objectif, c'est prendre confiance en eux, gagner en aisance dans la prise de parole et développer aussi leurs compétences. Et nous sommes rendus à un atelier. Regardez. Quand on est con, on est con. Ouais, ça c'est bien. C'est la dernière ligne droite pour Naïma avec son texte sur les cons. Elle va participer au concours d'éloquence. Depuis le 1er mars, cette habitante de Conflans-Sainte-Honorine participe à des ateliers d'art oratoire. Je me suis aperçue dès la première séance que, en fait, non, en fait, on ne sait pas parler et on ne sait même pas écouter les autres. Petit à petit, en fait, non, je me suis prise au jeu. Et maintenant, je me dis, non seulement tu vas y aller, mais tu vas gagner aussi, hein. Tant qu'à faire. On fait bien les choses. Et oui, donc j'ai pris confiance en moi, en fait. Ce jour-là, Isabelle mène l'atelier. Cette professeure de théâtre donne les dernières techniques d'art oratoire. Il est plus facile pour quelqu'un d'intelligent d'être parfois con que pour un con d'être intelligent. Depuis le 1er mars 2022, ils sont 12 personnes à suivre ces ateliers tous les mardis, une initiative mise en place par le conseil départemental des Yvelines. L'idée pour nous était que les personnes puissent
que, quel que soit l'environnement, que ce soit dans le cercle familial, dans le cercle social, bien sûr professionnel, être beaucoup plus à l'aise. La beauté est pour moi un sentiment intérieur profond et harmonieux. Si tu me le montres comme ça et que tu me fais, tout d'un coup, ça donne du punch dans ton discours, ok? Originaire des Comores, Hamidi est juriste de formation. Elle vit à Mantes-la-Jolie et a décidé de participer à cet atelier pour être plus à l'aise lors de ses entretiens d'embauche. Quand je suis venue, ça m'a intéressée parce que je trouve que j'évolue un peu petit à petit à partir de ce qu'on fait tous les jours, tous les mardis. Il y a une grande évolution parce qu'avant, quand je parlais, je tremblais et tout. Maintenant, je vois que ça va, c'est diminué un peu. Après 3 mois de travail, tous les participants sont prêts pour le concours prévu le 10 juin à la médiathèque Blaise Sandras de Conflans-Sainte-Honorine. Allez, on y va! Et nous sommes en ligne, je crois. Oui, par téléphone. Par téléphone, oui. Avec Hamidi Mbaraka, qu'on a vu, là, et qui participe à ce concours d'éloquence. Hamidi, vous êtes là? Vous nous entendez? Ah, nous avons un petit problème de connexion. Je veux dire, si elle nous attendait à midi, il est plus tard, c'est pour ça. Ah, alors, je crois qu'on me dit dans l'oreille que c'est bon. C'est bon. Ah bah donc, alors, voilà. à midi, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Nous, ça va très bien, mais nous, on n'est pas stressés, mais vous, c'est dans peu de temps le concours. Je vous entends pas bien. Ah, vous ne nous entendez pas bien? Je dis, le concours que vous allez passer, le concours d'éloquence, c'est bientôt, non? C'est dans combien de temps? Oui, on va passer le concours d'éloquence aujourd'hui à partir de 19h30. On sera au plateau. Ok. Alors, vous avez choisi un thème qui nous a interpellés. Hein. Je crois que c'est le thème... Enfin, c'est ce qu'on nous a dit, vous allez nous confirmer. Le thème que vous auriez choisi, c'est quoi un con? C'est bien ça? Non, moi, mon sujet, c'est comment faut-il être beau pour réussir? La beauté est pour moi un sentiment. Ah, bon, écoutez, on a des problèmes de son, là. Petit problème, oui. Il y a un petit problème technique, on reviendra peut-être... On va peut-être revenir avec vous tout à l'heure, parce que là, on vous entend pas assez bien pour converser avec vous. On reviendra vers vous tout à l'heure, à midi. Mais pour l'instant, on va revenir avec vous, Justine. Les 5 infos. Les 5 infos qu'il faut retenir dans l'actu. Un point sur l'actualité dans les Yvelines. Alors, après les intempéries ce week-end d'orage et grêle, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fesneau, s'est rendu à Prunay en Yvelines ce 9 juin. Objectif, constater les dégâts et soutenir les agriculteurs dont les récoltes ont été impactées. Samedi 4 juin, une trentaine d'exploitations a durement été touchée, dont le sud des Yvelines. Marc Fesneau a annoncé que des dispositifs seraient mis en place. Bilan positif pour les navettes autonomes. Depuis le mois de mars 2021, la ligne 490, constituée de 3 navettes autonomes, desservait la zone d'activité du Pas du Lac, depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. Portée par Île-de-France Mobilité et Keolis, l'expérimentation a pris fin ce mardi 7 juin. Ces navettes 100% électriques et gratuites pourraient être déployées plus largement sur le territoire. En fonctionnement depuis novembre 2021, l'éco-fourrière automobile et animale de Poissy vient d'être inaugurée ce mercredi 8 juin. Implanté route de 40 sous, le projet a représenté un investissement de 5 millions d'euros. Depuis le mois de janvier, 950 véhicules et 170 animaux ont été pris en charge. Et puis en sport, c'est un match de taille qui attend le Rugby Club de Versailles ce dimanche 12 juin. L'équipe versaillaise reçoit le Rugby Club de Vincennes à domicile au stade Porchefontaine. Une rencontre qui leur assurait une montée en Fédéral 2 en cas de victoire. Vaincue au match aller 21-17, l'équipe a 4 points à rattraper. Coup d'envoi du match à 15h. Et puis toujours à Versailles, cette fois-ci en culture, le 26e mois Molière a débuté. La manifestation autour du théâtre et de la musique revient chaque année pendant tout le mois de juin. Au programme concert ou encore théâtre, 230 spectacles différents sont prévus. Programme et réservation à retrouver sur le site de la ville de Versailles. Merci beaucoup, Justine. Alors, tout à l'heure, on va parler avec, vous l'avez dit, 2 mères au grand cœur. Oui. On expliquera
C'est ça. pourquoi, mais on va aussi parler d'une expérience qui va, quelque chose qui va se passer demain sur le marché de Maison Lafitte et qui est aussi quelque chose d'humanitaire. C'est ça, et c'est pour les gourmands. C'est pour les gourmands et c'est pour la bonne cause. Exactement, ça donc tombe là bien. c'est parfait. Florence Le Turc, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Asseyez-vous. Oula, en pâtisserie. Oui, en pâtisserie, c'est rare de s'asseoir. Hein. Donc, bon. C'est vrai ? Oui, tout à fait. On est tout le temps debout. C'est une gymnastique. C'est une gymnastique, vraiment. Alors, racontez-nous un peu votre parcours, parce que vous n'êtes pas une pâtissière professionnelle. Non, alors je suis passionnée de pâtisserie depuis que j'ai 8 ans. Voilà, et lors du premier confinement, j'ai monté cette équipe de bénévoles. Au début, on a fait des gâteaux pour les soignants qui n'avaient plus le temps de se nourrir, voilà, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Et moi, je l'ai étendu, j'ai décidé de l'étendre. Mon équipe est vraiment géniale et me suit. On est une quarantaine dans l'équipe. Votre équipe, c'est quoi ? C'est 40 bénévoles, c'est ça ? Oui, tout à fait, 40 bénévoles de Maison Lafitte et du Mesnil-le-Roi, voilà. Ouais. Et puis là, on a par exemple une pâtisserie qui nous suit, la pâtisserie de Longueuil, voilà. Il y a beaucoup de commerçants aussi qui nous offrent, on organise une tombola aussi demain, donc des commerçants qui nous offrent des lots, voilà. Donc c'est un véritable, c'est une vraie chaîne de solidarité et il y a un vrai enthousiasme et un bel accueil. De la part des habitants. De la population. Tout à et fait. Vous êtes où ? Vous êtes sur le marché ? Vous êtes Alors demain, on sera sur le marché. La mairie nous a accordé un stand, voilà. Demain, c'est samedi. Demain, samedi, oui, de 8h30 à 13h. Il y aura vraiment énormément de choix. Donc, il y a quand même quelques pâtissières pros, des traiteurs à domicile, puis des personnes comme moi, passionnées de pâtisserie. Vous faites un peu peur, là, avec la crème au chocolat. Qu'est-ce que vous allez faire là ? Alors en fait, quand il va expliquer ce qui se passe. Oui, donc moi j'étais, voilà, donc en fait je suis passionnée de pâtisserie et j'étais dans les relations presse et la communication, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, avec mais la crème. Voilà, avec la crème Bounty. Voilà. Et donc, alors demain à Maison Lafitte, donc vous êtes sur le marché, c'est ça ? Tout à fait. Vous vendez les pâtisseries ? Oui, absolument. Et les sommes recueillies ? On les verse au Lions Club qui va acheter des cartes de piscine pour les enfants et les mamans réfugiées ukrainiennes. Voilà, pour les vacances en fait. Ils vont rester là pendant 2 mois, ils sont loin de leur famille, enfin dans une situation qui est assez difficile pour eux. Et on s'est dit qu'une activité, c'est vrai qu'il n'y aura plus d'école, donc une activité comme ça pour eux, c'était extra. La piscine est grande, agréable et ça leur permet aussi de se réunir, ce qui est important. Donc, ça met du baume au cœur, je pense, de voir en plus qu'il y a cette solidarité autour d'eux. Tout à fait. En même temps, je termine. Parce alors, que faites votre boulot, parce qu'il faut que ça soit prêt pour demain quand même. Ah oui, tout à fait. Là, je suis en cuisine, je pense encore. Et là, vous êtes toute seule demain ou non ? Vous avez des bénévoles avec vous ? Ah non, on est nombreux. Il y a une personne du Lions Club aussi qui vient nous aider. Non, on sera, je ne sais pas, une petite dizaine à être sur le marché. Voilà, non, je ne suis pas seule, heureusement. Je ne pourrais pas faire ça. Oui, bien sûr. Alors, on va passer au gâteau. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Moi, ça m'intrigue depuis tout à l'heure. J'aimerais bien. Oui. C'est bien, on mangerait bien ou deux. Non, pas du tout. J'ai préparé une ganache Bounty avec du chocolat au lait et de la noix de coco torréfiée. Voilà, et j'ai d'autres parfums, donc de la confiture de framboise maison, une ganache vanille de Tahiti et une autre ganache caramel beurre salé. Je ne sais pas si vous donnez peut-être pour montrer comme ça. C'est pas juste pour les manger que je prends. C'est joli, c'est joli comme tout. C'est très mignon. Ce serait mignon, vous avez envie de les manger. Le visuel est très mignon, on dirait. C'est un panda et un ours. C'est très voilà. Et ça, c'est un macaron. Enfin, c'est un peu comme des macarons. Ce sont des macarons. Oui, tout à fait. Absolument. C'est des macarons habillés. Des macarons habillés, absolument. Macarons un peu kawaii. Donc, voilà. Pour les enfants, c'est vrai que c'est. C'est attrayant, absolument. Donc, et puis, ça change un peu des macarons classiques. On a l'habitude de les voir. Oui, absolument. C'est le macaron, c'est très bon. Mais c'est toujours pareil, quoi. Oui, ça, c'est bien. Bon, et puis après, on peut varier en fonction de la ganache. Vous voyez, il y a une autre de mes bénévoles qui, elle, fera des macarons Morito, spéculoos et chocolat. Il y en a pour tous les goûts.
tout, hein. Oui, tout à fait. Ah oui, il y a énormément. En fait, on s'est vraiment, on communique beaucoup et du coup, on essaye de faire des choses variées pour proposer, voilà, des choses un peu différentes et qu'il y en ait pour tous les goûts. Comme vous c'est dites. bien. Bien sûr. Et Voilà. enfin, avec ces comme ça, là, comme les pandas, etc., les enfants doivent adorer ça, non? Ah oui, ils adorent. Oui, tout à fait. Bah oui, ça les met en joie. Le but, c'est de susciter l'envie et de récolter un maximum de fonds. Donc voilà. sûr. Est-ce que Célia peut manger parce que... D'ailleurs, c'est peut-être pour les. peut-être pour les. Moi, je vous ai apporté. Pardon. Ça c'est pour les de cookies vegan. Non. Oh, Vegan, pourquoi? Vegan parce qu'il n'y a pas d'œuf et il n'y a pas de beurre. Je mets de l'huile de noisette et du sucre roux, des flocons d'avoine. Je me disais, les cookies, il n'y a pas de viande, donc c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il y a vegan de l'œuf. Oui, tout à fait. Oui, vegan, c'est sans rien. C'est... Voilà. Healthy. Et vous êtes vegan, vous? Non, pas du tout. C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc voilà, on veut vraiment étoffer une offre et puis récolter, je vous dis, un maximum de fonds pour apporter. On peut dire un peu le prix, non, je sais pas, une boîte de 4 comme ça? La dernière fois, on les a vendus 5 €. Alors, on trouvait que c'était peut-être pas... Mais il y a beaucoup de personnes, en fait. Moi, j'ai voulu qu'on fixe des prix assez accessibles pour que les gens puissent pour que ce soit participer. accessible à tout le monde. Et si les gens voulaient participer, ils participaient en plus. Et souvent, ils nous donnaient... Enfin, voilà, ils nous donnaient plus. Donc, bon... Très bien. Je sais pas si on a vu peut-être les cookies, je sais pas si vous pouvez les montrer, Patrice, peut-être. Ah, les cookies vegan, c'est bien. Après, il y a d'autres cookies moins vegan avec des M&M's. Voilà, enfin bon, oui. Donc ceux-là, ils sont pas vegan. Ah non, ça pas Il y en a d'autres, donc ça c'est les cookies normaux mais au M&M's. Voilà, je vais voir. Ah, il y en a vraiment pour tout le monde. Ça a l'air bon, hein. Voilà, vous voyez, un peu de couleur. Voilà. Non, on doit pas s'ennuyer chez vous. Il y a une odeur de pâtisserie. Je vais d'ailleurs. Arrête bien devant les micros, parce que si vous parlez dans des micros. Je vais d'ailleurs organiser un atelier pour des réfugiés. En fait, il y a des réfugiés ukrainiennes. Tous les samedis, on organise des goûters et des ateliers pour les réfugiés. Et les réfugiés ukrainiennes, quand j'aurais avait fait des petits pandas la semaine dernière, m'ont demandé, m'ont dit, mais est-ce que c'est facile à faire? J'aurais dit, mais oui, vous inquiétez pas, et je vais vous montrer, je vais vous apprendre, et on doit organiser un atelier cet été. Je vais leur organiser, oui, tout à fait, pour leur apprendre à faire des macarons comme ça. Bah, bravo. Voilà. Bravo. Merci bravo, c'est une très belle, merci initiative. de m'avoir reçu. Il n'y a pas de souci. Et puis vous allez donc faire les finitions. Ah oui, tout en plateau derrière. Si c'est possible, oui, derrière en plateau, comme ça, on pourra voir, vous pourrez suivre l'avancée. C'est génial. C'est super. Nous, on va rester dans la gastronomie. Avec Patrick? Avec Patrick, je crois bien que c'est Patrick Jacques de Dixmude qui va nous rejoindre. Bonjour Justine, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez une idée de savoir de quoi je vais... Ah, on entend. Ah bah oui, la musique. Vous reconnaissez, Patrick? J'écoute du film L'aile ou la cuisse? Oui, L'aile ou la cuisse, absolument. Alors, non, il faut qu'on devine, mais enfin, bon, vous avez une toque qui est marquée à table. Oui. Vous avez une idée de quoi je vais vous parler? De restaurant. Non. Alors, tout à fait, je vais vous parler de la bouffe. La bouffe, et plus sérieusement de la gastronomie, et encore plus pointilleusement d'étoiles. Alors, est-ce que vous connaissez le guide Michelin? Oui, c'est connu. Oui. C'est quoi le guide Michelin, c'est le guide qui est réservé. Tout à fait. Et quand on ouvre le guide Michelin, ce petit livre rouge, donc on trouve, pour les Yvelines, dans les Yvelines, on trouve 7 étoiles pour 7 restaurants étoilés. Voilà, 7 restaurants étoilés. 7 restaurants étoilés. Chacun une étoile, hein, c'est ça? Et chacun a une seule étoile. Une seule étoile, c'est bien déjà. C'est déjà bien, oui. Mais une étoile, c'est dur à avoir, donc c'est déjà très bien. Et donc vous allez nous donner la liste au fond des 7 restaurants étoilés. Juste une petite question avant d'aborder chacun de ces restaurants. Combien il faut compter si on veut dîner dans un restaurant étoilé d'une étoile à peu près dans les Yvelines, sur les une étoile, il faut compter entre 100 et 200 euros en fonction de l'établissement dans lequel on va être. Mais attention, évidemment, il n'y a pas les boissons avec. Ah oui, si vous voulez un accompagnement vin, souvent ces restos à une étoile vous font... on va dire un petit panel entre 40 et 50, 60 euros pour accompagner si vous prenez un cheval blanc, évidemment, ça va... Et en fonction des restaurants dans lesquels vous allez avoir 5 plats, 6 plats, 7 plats, menus de dégustation, ils ont chacun leur nom.
Mais voilà. vous qui êtes belge, par exemple, vous prenez une petite bière. Une petite bière, mais dans un restaurant gastronomique, Patrice, on évite la bière. Hein. On la boit avant ou après. Tu vois. C'est une question. Juste L'alcool est consommé avec modération. Merci Justine, merci. Puisque, non, il faut le dire, Patrick est belge d'origine. Ouais. J'avais juste une petite question à vous poser avant que vous abordiez les restaurants. Allez, parce que vous êtes les grands spécialistes de la frite. C'est vrai. Quelle est la spécificité de la frite belge? La spécificité, il y en a plusieurs en fait. La première, c'est que c'est cuit dans une graisse de bœuf. Voilà, c'est ça, oui. c'est ça la grande différence. Et la magie, et la vraie magie de la frite, d'ailleurs j'avais fait il y a quelques... Oui, c'est la magie de la frite. Il y a une double cuisson, Patrice. Une première cuisson pour blanchir la frite. D'accord. Souvent on prend une binche, c'est la pomme de terre, la grosse pomme de terre jaune. On la fait cuire à 160 degrés, juste pour la blanchir. C'est ça, il ne faut pas que ça soit trop chaud. On la met de côté, on l'oublie, on la laisse de côté. Et quand on veut les manger, on passe la friteuse à 180 degrés. Et là, on n'a plus qu'à la faire dorer. Vous avez une frite croquante sur le côté et moelleuse, on dit. Moelleuse. Et c'est mieux avec la glace alors. Bon, on va revenir sur ma petite étoile. C'est un vrai cuistot juste ou c'est juste pour les frites? Ah non, je suis un vrai cuistot. Alors, on va revenir au restaurant étoilé et on commence par... Il y en a 3 à Versailles, je crois, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, où est-ce qu'on les trouve, ces restaurants? Alors, pour commencer, ils ne sont pas dans l'ordre, hein, vu qu'ils sont 7. Après, c'est des choix. Si, on commence par Versailles. On commence par la Cité Royale, tout à fait, Patrice, autour du château, où nous trouvons nos 3 premiers restaurants. Alors, le premier, c'est le Gordon Ramsay. Donc le Gordon Ramsay qui est au Trianon Palace, c'est un établissement qui n'a plus à prouver sa notoriété avec sa cuisine délicate et raffinée qui s'inspire du restaurant londonien du même chef du nom étoilé. Vous parlez comme un guide. Voilà. Vous y trouverez le chef Frédéric Larquemin qui dirige une cuisine créative. Non, mais cela dit, alors, c'est un des restaurants, un très grand restaurant classique de Versailles. Il y a eu plusieurs grands chefs. Avant, il y a eu Gérard Vier qui l'a créé il y a très longtemps. Après, il y avait Simone Zanon qui était aujourd'hui au Georges, et puis là, il y a un nouveau chef. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un très grand restaurant. Alors, de l'autre côté du parc, on va trouver le Festin, qui est niché dans le tout nouvel hôtel Le Grand Contrôle. Ah, d'accord. Voilà. Alors, c'est justement hein, le nouvel élu des étoilés du département, puisqu'il a été créé et monté par le champion du monde des étoiles, j'ai nommé... Ducasse. Ducasse. Excusez-moi. Pardon, je suis. Très bien, Patrice. Alain Ducasse, c'est ça. Il vous fera voyager... il a des je ne sais plus combien de 3 étoiles, enfin, c'est incroyable. C'est un champion du monde, on peut le dire. Il vous fera voyager dans les splendeurs de la cour et les fastes d'antan, dans un décor à couper le souffle. Et paraît-il, on pourrait parfois y croiser Louis XIV. Louis XIV. Non, mais c'est vrai qu'il revisite, je crois, des plats historiques. Et on trouve des gens en costume aussi. Absolument, il y a des gens en costume. Voilà. Costume d'époque. Ouais, c'est très festif, ça ne doit pas être donné, mais si on veut faire une grande fête... Pour le menu signature, donc 5 plats, on a 140 €. Et l'accord avec le vin, on a 80 €, Patrice. Ouais, c'est pour les grandes occasions. Donc on est sur du 220 € par personne. Oui. C'est pas donné, mais c'est pas donné, mais c'est peut-être le prix de l'excellence, quoi. Oui, mais on peut aller prendre un thé l'après-midi, non? Oui, il y a moyen. Alors oui, pour un prix plus modique. Voilà. Si on veut, non, je vais visiter les lieux. Ne fût-ce que le cadre vaut l'appel. C'est un tout nouvel hôtel qui est apparemment vraiment splendide. Personnellement, je ne suis pas encore allé. Nous non plus. Ah, je croyais que vous étiez chef là-bas, moi. Non, malheureusement. Alors un tout petit peu plus loin, on a la table du 11 qui est collée à la cour des Senteurs. Vous connaissez la cour des Senteurs? Oui. Voilà. Avec son jeune chef de 25 ans, Jean-Baptiste Lavergne Morazzani. Très bel accent. Merci. Qui vous propose une cuisine élégante et soignée qui sublime les saveurs, les couleurs et les textures de ses produits sélectionnés avec choix et amour. J'aime bien comment vous parlez. Merci. Ah oui, c'est très amusant. C'est très bien, c'est parfait. Et non, mais c'est un très bon restaurant La Table du 11. Et je signale que si jamais vous voulez pas, il y a aussi le bistrot du 11. Qui est une déclinaison de ce restaurant et qui est aussi une excellente table. Ouais, très bonne table, et plus modique, je pense, au niveau et un peu moins cher, évidemment, que le restaurant lui-même. Alors, donc, du coup, on va quitter le château de Versailles pour un autre château, celui de Dampierre. Château de Dampierre. Où se trouve la table des Blots, dirigée par le chef Christophe Blot, du même nom.
Ah bah oui. Très bien. Voilà, Ah qui bah, réinvente des recettes de sa grand-mère avec finesse et originalité, Patrice. Vous êtes sûr de ça? C'est écrit partout. Donc non, mais, et c'est bien parce que Dampierre, ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, il y a quelques années qu'il a une étoile, mais c'est vrai que pendant longtemps, il n'y avait pas de restaurant étoilé à Dampierre, ce qui était dommage. Avec une superbe vue sur le château. Superbe vue, ouais. Vraiment, il est Ouais, juste en ouais, face du ouais. château. La bâche vient d'être enlevée d'ailleurs. Pardon? La bâche, vient avec des d'être travaux, enlevée, des travaux d'ailleurs, de ils chef. ont profité, Ouais. Donc partons maintenant à Marly-le-Roi pour le restaurant Le Village, tenu d'une main de maître par, attention, Tomihiro Yudo. Ah. Ah, c'est un japonais. Très belle Tout à fait. Sa cuisine est d'inspiration franco-japonaise, très maîtrisée pour une évasion garantie, Patrice. Bah oui, ça, je suppose. Non, mais cela dit, moi j'ai connu enfin, c'est pas rencontré dans ma vie, mais des chefs japonais qui apprennent la gastronomie française, ils font des choses absolument remarquables. C'est vraiment génial. Et j'ai lu sur Internet qu'il paraît que dans ce restaurant, en cuisine, on y parle japonais, figurez-vous. Ouais, parce que c'est Ah des oui, cuistots japonais. Mais c'est japonais, ça vous étonne ça? Mais il faut de la cuisine française quand même, traditionnelle. Oui. Donc ensuite, on part pour la direction du Tremblay-sur-Moldre pour le numéro 3. C'est là que Julie et Laurent Trochin vous accueilleront pour un savant mélange de cuisine du terroir et de cuisine gastronomique dans un cadre tout à fait élégant. Élégant. Ouais, et il reste un 7e, si j'ai bien compté. Et le dernier, voilà. dernier. Et pour finir, prenons de la hauteur au domaine de la Corniche pour le panoramique, qui offre gratuitement une vue spectaculaire sur la vallée de la Seine, à Rolleboise exactement. Son chef Gaëtan Perulli vous servira une cuisine créative et innovante. C'est ça? Voilà. C'est aussi où Rolleboise? C'est sur la Seine, Sur la Seine. vraiment sur le sud Yvelines. Ce qui serait bien, c'est que vous ayez une carte, vous savez, où on puisse voir où sont ces Tout restaurants. à fait. Eh ben, justement, je vous propose, pour terminer, de Vous l'avez jeter un œil. De jeter un coup d'œil. Incroyable, Ah oui, il est merveilleux. Il est merveilleux. Sur cette... Demandez un truc, il l'a Écoutez-moi fait. bien, Patrice. Je vous propose de jeter un coup d'œil rapide sur cette constellation yvelinoise pour mieux visualiser toutes les étoiles scintillantes en musique, s'il vous plaît. Ah oui. Ah ouais, Ah ouais. vous avez fait ça bien, Patrick. On peut mettre la musique un peu plus fort. Hein. Bon, Bravo, Patrick. bravo. Il me reste Et- à vous souhaiter bon appétit. Ah mais oui, merci. Ah bah là, Vous avez choisi lequel du coup, vous? Le panoramique, le dernier. Le prochain challenge, donc vous allez tous les essayer. Vous allez être notre chroniqueur Très volontiers, gastronomique. Patrice. Si vous m'invitez. Non, ça sera aux frais de la chaîne. Très bien. Ah ben, un grand plaisir. en tout cas, vous nous avez ouvert l'appétit. Merci beaucoup. Merci Célia. Merci, Patrick. Merci Justine, merci. Mais je crois qu'on peut passer maintenant à notre rubrique avec les deux maires Exactement. au Grand Oui, Cœur oui, qu'on va oui. recevoir, qui sont Jean-Baptiste Amonique, qui est le maire de Villepreux, C'est ça. et Cédric Pimbé-Marine, Pimbé-Marine. qui est le maire de Port-Marly. De Port-Marly. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Très bien, vous-même. Ça va? Bonjour. Bonjour. Alors on est ravis de vous recevoir parce que on va parler d'une opération à laquelle vous participez. Alors on est très admiratif de ce que vous allez faire, mais on va peut-être raconter d'abord, puisque c'est une opération faite pour l'association Mécénat et Chirurgie Cardiaque, qui a été créée par le professeur Leca, Francine Leca, qui est une femme extraordinaire, je crois qui habite à Villepreux chez vous, non? Elle est villepreuxienne. Ah. Et je l'ai rencontrée sur les routes du Tour de France alors que le Tour passait justement dans la commune de Villepreux, puisque Mécénat est effectivement partenaire et était dans la caravane à ce moment-là. Donc j'ai rencontré le professeur Leca et son fils, et puis tout de suite ça a été un petit coup de cœur et on a eu envie de se rencontrer. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire comme femme. Alors, faut raconter, c'est la première femme chirurgien cardiaque en France. Hein. Elle était chef de service. Elle s'est spécialisée dans la chirurgie cardiaque infantile. Et pourquoi elle a créé cette association? Si je me trompe, vous me reprenez. C'est parce que dans un certain nombre de pays, notamment des pays d'Afrique, des pays, enfin là, il y a des enfants qui ont des malformations cardiaques et on ne sait pas les opérer sur place. Ils ne peuvent être sauvés que si on les amène en France, enfin dans des services qui peuvent les opérer. Et le but de Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est ça, c'est de prendre ces enfants, de les amener dans des familles d'accueil qui les gardent pendant combien de mois? 2-3 mois hein, À peu près. À peu près. De les opérer et de les rendre à la vie. Comme elle dit, après ils jouent au foot, quoi. C'est formidable. Hein, c'est ça?
Exactement. Je suis bon dans le récit. Est-ce que vous avez participé, c'est ça, Oui, il faut le dire, peut-être. C'est ça. Non, j'ai participé. Il fut un temps où j'ai participé à beaucoup de choses parce qu'ils sont très forts. Il y a les partenaires du Tour de France. Il y avait aussi des choses avec l'équipe de France de football. Il y avait le marathon de Paris. On a fait énormément de choses avec elle. Ce qu'on peut dire là-dessus, et évidemment Cédric pourra nous dire un peu la vision qu'il en a, mais c'est vrai que ils ont sauvé aujourd'hui plus de 4000 enfants. Un enfant, une opération normale du cœur, c'est entre 40 et 50 000 euros, et avec mécénat, 12 000 euros, entre guillemets, suffisent pour pouvoir sauver un enfant. Et donc l'objectif qu'on s'est fixé, avec cette association Les Élus du Cœur, c'est d'embarquer nos deux villes, le Port-Marly et Villepreux, dans cette histoire de cœur, dans cette aventure, avec ce projet de dire 2 villes vont lever 2 fois 12 000 euros pour sauver 2 vies. 2 enfants. 2 enfants. C'est formidable. Et alors, Cédric, il y a évidemment, pour récolter de l'argent, il va y avoir un certain nombre d'opérations. Je crois qu'il y a un concert qui est prévu. Il y a une soirée de gala, c'est ça ? Absolument. Il y a même 2 concerts qui sont prévus. Il y en a un à Villepreux, un au Port-Marly, qui est prévu, avec des initiatives assez sympas à chaque fois. Puis différents événements. Il y aura un gala qui se tiendra aux Pyramides, qui est l'un de nos partenaires au Port-Marly, avec un site sublime où on accueillera l'ensemble des volontaires, de ceux qui auront donné ou de ceux qui souhaiteront s'investir à nos côtés. On a d'autres événements aussi, mais qu'on avait habituellement dans la ville et qu'on dédie cette fois-ci à 2 villes pour 2 vies. Et donc la course, la Color Run, bientôt à Villepreux. Oui, c'est ça, il faut le dire. Vous allez. Non, c'est pas encore ça. Ouais, Non, ça, c'est à Villepreux. Ça. On a le premier week-end de juillet, effectivement, on a l'habitude d'avoir à Villepreux une Color Run, donc c'est très familial. C'est quoi une Color Run, c'est une course très courte, 2-3 km, très familiale, où eh bien, il y a des obstacles, et puis parents et enfants viennent courir et sont aspergés de couleurs, de poudre colorée. C'est très festif, d'où le mot Color Run. Alors là, je pense que vu qu'on l'a fait au profit de mécénat chirurgie cardiaque, donc ça sera rouge et... il y aura un peu plus de rouge, je pense, que les autres couleurs. On laissera un peu de bleu et d'orange aussi, puisqu'on sait que TV78 est partenaire. Voilà, il y a tout un tas d'événements assez sympas. Le prochain étant un festival Insula qui se tient au Port-Marly. C'est la première édition. Ça sera quand ? C'est le 24-25 juin. Il y a une petite édition l'an dernier formidable, touchée par la Grèce, qui a marché formidablement. Et donc cette année, on renouvelle en un peu plus grand. C'est autour de la musique électronique, les impressionnistes surtout au cœur du sujet. Et ce sera ce type d'événements assez sympa qui accompagneront l'initiative des élus du cœur. Des battements de musique pour des battements de cœur, c'est ça. Absolument. Ah, et puis c'est là, vous avez raison. Oui, c'est ça. Il y a une course qui est prévue, donc vous allez courir vous aussi. Hein. Vous allez mouiller le maillot, peut-être. C'est ça. Quand on dit des mères au grand cœur, voilà, c'est ça, hein. ils vont expliquer, vous allez payer de votre personne. Oui, mais on s'est dit, bon, on a ce projet-là, on veut embarquer tout le monde, à nous de montrer l'exemple. Alors vous disiez en début d'émission que vous étiez admiratif, vous nous le direz si on revient vivant. Parce qu'on s'embarque quand même dans une aventure un peu folle. On part faire le Half Marathon des Sables de Fuerteventura, donc on part pour entre 100 et 120 km de course. Sur 3 jours pleins de course, il y aura une journée de coupure et on part en autosuffisance alimentaire. Donc on aura tout dans notre pactage pour les 3-4 jours et on dormira en bivouac le soir. Moi personnellement, je redoute un peu le vent et les attendez, ampoules. non, parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est combien de kilomètres en 3 jours ? C'est 120. Ouais. C'est énorme. Moi, je laisse ma place. Mais pour une belle œuvre. Oui, c'est ça. C'est une belle cause. Bon. Alors, c'est un effort. Mais vous êtes préparé parce que c'est pas rien quand même. Ils se préparent là. Bah, regardez, ils sont bien là. Hein. Exactement, on va dire, vous en doutez. C'est très désobligeant. Cédric, je vois même que c'est un peu affiné par rapport à la dernière fois où je l'ai vu. Parce que j'ai eu la pression. Exactement, non, on travaille à se préparer vraiment pour cette course-là, qui est une petite course, hein, finalement, même pas peur. On va triompher. Figurez-vous il y a une élue des Yvelines qui a déjà fait ce half-marathon. Et bon, je vous demandais de vous donner quelques conseils. Alors Patrice, on me dit qu'on l'a pas. On n'a pas cette interview. Mais c'est bien dommage. Ouais, c'est dommage.
On a dit qu'on l'a pas. Bon. C'était Audrey Lepère, Oui. que vous connaissez bien. Pissier-Caise, formidable. Qui est élue à Poissy et qui a fait aussi le half-marathon. Alors voilà, elle dit faut faire attention au sac à dos, pas apporter de trop lourd. Voilà, bon, c'était. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée, et le professeur Leca le dit très bien, c'est nous d'aller faire quelque chose qu'on aimerait que ces enfants puissent faire un jour, Absolument. sans aller forcément jusqu'à un marathon ou une course de cette ampleur, mais pouvoir taper dans un ballon, pouvoir courir, pouvoir faire un peu de sport. Et donc c'est ça, l'objectif aussi, c'est d'aller mouiller le maillot et d'aller faire monter un peu le cardio dans le rouge, parce un peu. on sait que ça va être le cas, mais justement pour que ces gamins-là puissent peut-être un peu s'identifier, récolter les fonds nécessaires pour qu'ils puissent avoir cette opération. Alors on va faire une chose, soit on trouve quelqu'un dans la rédaction qui est assez dingue pour vous suivre Ce serait excellent. et faire le marathon avec vous, soit s'ils sont tous, vous nous enverrez des images. On peut faire ça, mais Hein, moi, vous allez vous filmer. quand je vois vos gars et femmes Oui. capables Oui. de porter, Ouais. parce que vous avez Ouais. Ah bah oui, on porte la caméra. capables de porter la caméra et venir faire les reportages à droite à gauche dans le département, moi je pense qu'ils peuvent très bien Ils nous peuvent suivre. faire le marathon avec vous. On va essayer de faire ça. On prendra des drones. Ça serait bien, non? En tout cas, bravo pour cette initiative. Bravo aussi à Francine Leca, parce que ça fait des années qu'elle se bat avec cette association et qu'elle fait des choses absolument formidables. C'est vrai qu'il suffit de voir le regard de ces enfants une fois qu'ils ont été. C'est vrai qu'ils étaient restés dans leur pays d'origine. Voilà, certains ne seraient pas vivants, certains auraient une vie très diminuée. Et là, voilà, c'est formidable, quoi. Il n'y a rien de plus beau. On peut peut-être parler de la page collecte. Oui. Ah, mais oui. On peut parler de la page collecte. Bien sûr. Parce que l'idée, effectivement, c'est de pouvoir récolter et collecter ces 2 fois 12 000 euros. Donc Cédric a présenté tout un tas d'actions qui vont se faire jusqu'à notre départ, mais après, il y en aura d'autres aussi à nos retours, si on revient. Et la page collecte existe déjà sur le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque, une histoire de cœur. Il suffit de taper ça avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. Il y a un lien qu'on met sur tous nos comptes Instagram. On peut aussi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Et là, on peut d'ores et déjà... Bah oui, et je crois qu'on est pas loin de 1500, 1600 euros, je crois. Alors pour l'instant, on n'a pas encore commencé, mais ça a déjà amorcé. Ah, c'est vachement. Donc c'est sur le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ouais. Donc vous y allez, vous pouvez donner pour l'opération qui s'appelle Une histoire de cœur. Avec vous deux, bravo. C'est pas. Oui, non, c'est très bien, c'est une très belle initiative. Oui, on peut que les féliciter. Et d'autres mères se mobilisent. Que d'autres mères se mobilisent, ce serait bien. On essaie. Il y en aura d'autres. Vous viendrez sur le plateau nous raconter comment ça s'est passé du coup. Ah, avec plaisir. Ah oui, mais d'abord, on va suivre un peu les événements jusqu'ici, jusque-là, parce que ça, c'est en septembre, c'est ça? C'est en septembre, du 25 septembre au 2 octobre. C'est ça. C'est le soir du concert, non? C'est ça? Exactement. Le 25 septembre se tiendra le concert qui est avec un nom assez bien choisi. C'est... Alors, c'est un chœur d'enfant pour un chœur d'enfant, puisque on aura des choristes qui seront des enfants avec la PMSQ, l'association qui promeut la musique classique sur Saint-Quentin, qui sera donc au domaine de Grand Maison à Villepreux, avec des enfants qui magnifique viendront... domaine. Exactement, des enfants qui viendront chanter. Et donc ce concert, évidemment, caritatif, permettra aussi de collecter des fonds. Donc c'est vrai que ça a été assez vite trouvé. C'est un chœur d'enfant pour deux chœurs d'enfants. Vous avez parlé du site de Mécénat Chirurgie Cardiaque où on peut participer et donner. Est-ce que sur les sites de vos villes, il y a aussi des pages où on peut participer, donner, ou en tout cas être renseigné sur les événements qui auront lieu? Alors on a décidé d'engager nos villes dans l'aventure et ça, tout de suite nos équipes ont suivi directement. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup d'arguments pour les convaincre. Et donc les villes relaieront les initiatives. Mais avant ça, il y a aussi tous les réseaux sociaux qu'on a tenu à mettre en place sur lesquels on peut être suivi, sur lesquels on retrouve tous les liens, tous les événements et les liens vers le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque aussi. C'est les élus du cœur, systématiquement. Ce qui permet de me suivre assez facilement. On diffusera à la fois, on commence à diffuser les entraînements avec la petite mascotte de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'elles sont en train de s'entraîner. Absolument. C'est bien. Et en plus des images qu'on vous enverra, si personne de l'équipe ne parvient. Voilà, on va essayer, on va faire en sorte que ça serait bien, quoi, d'y aller avec vous. On relaie aussi par les comptes des villes, mais c'est vrai, comme le dit Cédric, les canaux de grande diffusion, Instagram, Facebook, Twitter,
LinkedIn aussi, on vient de créer une page, c'est les élus du cœur, au profit de mécénat. Et puis surtout, on profite d'être là pour vous dire qu'on est encore en recherche de 2 familles d'accueil. Ah oui, alors il faut, peut-être on peut s'arrêter une seconde sur les familles d'accueil parce que c'est important. C'est un engagement d'être une famille d'accueil, il faut le savoir, hein, puisqu'il faut recevoir l'enfant chez soi, l'accueillir comme si c'était son propre enfant. On disait ça dure à peu près quoi, 2 mois à peu près, hein, donc c'est pas juste quelques jours, oui, absolument. Avant et après. Mais le retour qu'on peut avoir des familles d'accueil, c'est leur bonheur, hein. Pour elle, c'est formidable. Ouais. On a eu une famille d'accueil historique au Port-Marly qui accueillait, et j'ai pu connaître des enfants qui ont été accueillis dans ce cadre-là, c'est assez formidable. Les liens qui se créent, on n'a pas idée, parce qu'on se dit c'est difficile, et Francis Leca le disait, le professeur Leca le disait mieux que quiconque, c'est compliqué de quitter sa famille. Oui, absolument, pour les compliqué. enfants. Et finalement, ils sont accueillis dans un milieu tellement bienveillant, tellement accueillant, que ça se passe formidablement, et il y a des liens qui se créent ad vitam, puisqu'en plus, ça leur permet de vivre réellement et avec des souvenirs assez fantastique. C'est fantastique. Et comme disait le professeur Leca, c'était assez amusant, mais ça doit être vrai, quoi. C'est les familles, quand l'enfant se met à remanger, à bien manger, et voilà, elles sont heureuses, elles se disent que ça y est, quoi, il est sauvé. Donc, alors, ce qu'elle disait aussi, je pense qu'on peut le prendre, c'est si vous êtes des jeunes retraités, par exemple, il paraît que c'est fabuleux comme famille d'accueil, parce que voilà, c'est des gens qui ont en pleine activité, si on peut dire, bien qu'ils travaillent plus. C'est des personnes qui ont un peu plus de temps à consacrer aux enfants. Logiquement, leurs propres enfants ont déjà quitté le domicile familial, donc il y a de la disponibilité, il y a peut-être aussi des ressources, parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que le temps, même s'il est assez bref, le temps d'accueil est à la charge des familles. Il y a un accompagnement psychologique, moral, un accompagnement global de mécénat derrière, mais le temps que l'enfant est là, c'est aux familles évidemment de financer cet accueil. Mais oui, on lance un appel, parce qu'idéalement on aimerait avoir une famille d'accueil à Port-Marly, une famille d'accueil à Villepreux. Et là aussi, sur le site des villes, on peut trouver des renseignements pour ce... Alors vraiment, comme le disait Cédric, surtout sur les élus du cœur. Sur les élus du cœur, mais on aura dans nos magazines respectifs, là nous à Villepreux il sort fin juin, le magazine municipal, on aura, qui est boîté dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, une page sur cette initiative avec un appel pour les familles d'accueil et toutes les informations nécessaires à la fois sur la collecte, etc. Donc, très bien. Merci beaucoup, Jean-Baptiste et Monique. Je pense que Célia va aller courir, moi je ne sais pas pourquoi. On verra, peut-être notre journaliste sportif, Mickaël Elmidoro, je lance un appel. Le journaliste sportif, c'est pas pour ça qu'il fait du sport. C'est ça. Ça fallait pas le dire. Mais en tout cas, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. Merci infiniment et bravo. Merci de votre accueil. Il n'y a pas de souci. Justine, j'aimerais bien savoir comment je vais pouvoir m'habiller. Ça peut vous intéresser. Le temps de ce week-end. Comment je vais pouvoir m'habiller ce week-end? Ce week-end. Je vais vous le dire tout de suite, Célia. C'est un week-end clément qui vous attend, donc pas de souci là-dessus. Demain, samedi 11 juin, quelques nuages seront présents sur l'ensemble du département avec un léger vent du nord-ouest de 15 km/h. Ce sera sur la journée. Au niveau des températures, le matin, il fera 16 degrés à Rambouillet, 18 à Versailles et Mantes-la-Jolie. Des éclaircies sont prévues dans l'après-midi. Le mercure grimpera à 23 degrés à Rambouillet, 24 à Versailles ou dans Émole. Dimanche, selon les prévisions actuelles, le soleil sera présent sur l'ensemble des Yvelines. Il fera 12 degrés à Rambouillet, 14 degrés à Mantes-la-Jolie ou encore 15 degrés à Versailles le matin. Et pour l'après-midi, toujours sous le soleil avec toujours un petit vent de 15 km/h prévu sur le territoire. Les températures devraient être prévues sur l'ensemble du département entre 22 et 23 degrés. C'est pas si mal. Parfait, beau week-end. Merci encore. Et on vous laisse aller vous entraîner là. Pour les cœurs. Pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci. Alors Justine, vous allez nous parler aussi d'un projet. Depuis le mois de septembre, 29 élèves de 3e du collège Saint-Augustin de Saint-Germain-en-Laye ont découvert le cinéma d'animation. Donc les techniques, l'envers du décor, mais aussi la pratique au travers de la réalisation d'un court-métrage. Et donc ce dernier a été diffusé lors d'un mapping la semaine... Un mapping, exactement. C'est ça, la semaine dernière. Un mapping, en fait, c'est une projection qui est faite sur les bâtiments. Donc, en fait, le court-métrage était diffusé en soirée, donc il devait être 22h à peu près 22h30, parce qu'il faut forcément qu'il n'y ait plus de soleil, et c'était diffusé donc sur le bâtiment directement du collège.
Et donc on a pu assister Oui, au c'est mapping. ça, c'était au mapping. Et donc, comme vous l'avez dit, ils sont passés derrière l'écran le temps d'une année. En fait, ils ont été initiés à la technique papier découpé. Donc, on va voir des images dans quelques instants. Ils ont appris à animer des personnages et des paysages. Et ce mapping là dont on parlait, c'est un aboutissement pour les élèves après donc 1 an, mais 4 mois de travail du coup sur ce court métrage. Pour ce projet, donc on les avait suivis, vous les voyez pendant la préparation. D'ailleurs, le reportage est à retrouver sur nos réseaux sociaux si ça vous intéresse. Donc, il y avait un intervenant technique qui leur a appris la technique image par image, justement. Donc, c'est un dispositif stop motion qui est installé, on le voit là. Voilà, c'est exactement ce dispositif-là. C'est des collégiens de quel âge? De 3e, donc en 3e, on doit avoir 13 ans à peu près. Oui, 14. 14 ans, ouais. Ils font les dessins, il y a des constructions aussi. Hein, exactement. En fait, ce qui était très sympathique, c'est que c'était vraiment un travail collectif. En fait, chacun avait une tâche, et donc, il y en a qui s'occupaient de faire un personnage, il y en a qui s'occupaient de faire un paysage, et en fait, par exemple, il y en a un qui a fait un sanglier, puis il l'a reconnu justement sur son court-métrage, on voit le sanglier qui s'anime. Chacun avait quelque chose à faire. Et donc voilà, ça c'était très sympa à voir. Donc ils ont réalisé cette vidéo ensemble pendant 4 mois. Et donc notre petit monde, c'est le court-métrage donc qui traitait de la civilisation. En fait, c'est le cycle de la vie un peu. Donc comment ça démarre, il y avait les dinosaures, ensuite c'est détruit, ensuite il y a les bâtiments avec la civilisation. Voilà, exactement. Moi, je l'ai vu. Vous en avez pensé quoi? Je trouve ça formidable, et quand j'ai vu que c'était en effet des collégiens qui avaient fait ça, je trouve ça incroyable, quoi, incroyable. Avec la musique et tout derrière, c'est vrai que il y a une émotion particulière, je trouve, une ambiance. Et de savoir peu de temps de faire cette réalisation, c'est quand même incroyable. Ouais. Exactement. Cela dit, maintenant, il y a des moyens qui, avec l'informatique, tout ça, qui permettent quand même d'aller beaucoup plus vite qu'autrefois où il fallait faire. Mais là, c'est eux qui les ont dessinés, ils ont fait plan par plan, ils ont pris image par image. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un appareil photo qui était là, eux, ils animaient en fait sous forme de pantins, parce qu'ils ont fait des images, des dessins découpés, en fait, et après, ils les ont animés comme des pantins, donc ils les mettaient un arbre, et puis ils prenaient une photo à chaque fois. Donc c'était hyper long, ça a pris 4 mois. Et en fait, et ce qui est une petite anecdote à savoir, c'est que en fait, les collégiens n'avaient pas vu le court-métrage avant la projection. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont terminé le jeudi et le mardi, c'était diffusé, sauf qu'en fait, l'intervenant l'a réalisé, entre guillemets, la vidéo le week-end, et ils n'avaient pas vu la vidéo. Et ils étaient hyper fiers. Il y a de quoi. Voilà. Il y a de quoi. Et il y avait tous les parents d'élèves qui étaient là. Donc c'était vraiment une fierté pour eux. Si vous voulez, je vous propose qu'on regarde peut-être un extrait. Un petit extrait, oui. Voilà. C'est super, ça a l'air vraiment bien et sympa à voir. D'ailleurs, on va le voir après cette émission. L'émission va finir et on va diffuser du coup l'émission et vous pourrez voir le court-métrage en entier. Ça dure 4 minutes. Ça dure 4-5 minutes, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le diffuser en intégralité, mais c'est vraiment sympa à voir. N'hésitez pas. Bravo. C'est grâce à vous. J'ai vu le mapping juste après, donc mardi dernier, j'ai vu le mapping, c'était vraiment très sympa, mais même en vidéo, ça vaut le coup d'œil. Merci beaucoup Justine. Merci à vous. Merci beaucoup Célia. Merci Patrice. Et voilà, on va se retrouver très vite, je pense, pour un nouveau 7-8, je disais Dream Team, comme Talk, Info et Magazine. Et Magazine, bien sûr. Et avec toute la rédaction, on remercie toute la rédaction de TV78 qui s'est mobilisée pour cette émission. Donc à très vite pour une nouvelle émission, et encore bravo Célia. Merci.